Mesdames et messieurs, les discussions autour du revenu universel peuvent vite partir dans tous les sens. J'aurais voulu en aborder tous les aspects, répondre à toutes les objections, mais étant donné le temps qu'il m'est imparti ici, cela n'est évidemment pas possible, et certaines des brillantes objections qu'Anaïs a soulevées devront donc rester sans réponse, par moi en tout cas. Mais pour commencer, étant donné la vision que j'ai partagée avec vous dans mon premier discours, vous êtes sans doute déjà nombreux à me considérer comme un idéaliste, un rêveur parmi d'autres. Et vous avez raison. Je pense en effet que l'absence d'une utopie collective, d'une vision largement partagée, ayant le réel potentiel de mener vers de meilleurs lendemains, est un des fléaux de notre société. Nous sommes tous devenus cyniques, à force qu'un politicien après l'autre nous vende une légère augmentation de l'index ou une légère augmentation des allocations familiales comme la réforme extraordinaire que nous attendions tous. Le revenu universel est l'utopie dont nous avons besoin aujourd'hui, et comme tant d'utopies du passé, du droit de vote universel à la sécurité sociale, elle n'est en réalité utopique que dans les mentalités. L'objection qui vient le plus naturellement en tête est celle de la difficulté de financement d'une telle mesure. Ça a été abordé par Naïs d'ailleurs. Certains objectent que la dette publique est trop élevée et on n'a pas les moyens, ou bien que ce n'est pas le bon moment, pas à la sortie d'une telle crise. Et ils ont raison, ce n'est pas le bon moment. Mais ce n'est jamais le bon moment. La sécurité sociale belge a été construite principalement au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. L'économie et la dette publique belge étaient dans de bien pires états qu'actuellement. Ce n'était pas le bon moment, mais ce fut tout de même fait, et avec succès. De plus, donc, excusez-moi, par ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver magiquement de l'argent pour financer un revenu universel. Tout d'abord, celui-ci remplacerait une grande partie des revenus d'intégration, permettant des économies sur ce plan. Ensuite, les simplifications administratives qui l'accompagneraient, puisque ce revenu universel est simple par nature, permettraient également de le financer en partie. Enfin, celui-ci ne peut se concevoir réellement qu'en parallèle d'une réforme fiscale, celle-là même par laquelle la Belgique prendrait la tête de la lutte contre les inégalités. Une peur souvent liée à cette question du financement est celle qui consiste à considérer le revenu universel comme un cheval de Troie qui mènerait inéluctablement vers un démantèlement de la sécurité sociale. C'est vrai qu'il est toujours prudent d'être attentif et aux aguets face aux attaques contre notre solidarité collective. Toutefois, penser que le revenu universel et son implémentation mèneraient inéluctablement dans cette direction, c'est confondre les logiques qui sous-tendent chaque système. La sécurité sociale, d'un côté, cherche à protéger le travailleur des aléas de la vie qui nous concerne tous, maladie, chômage, vieillesse, etc. Le revenu universel, de l'autre, cherche à maximiser la liberté réelle de chaque citoyen. Tant que les logiques ne sont pas confondues, le démantèlement de l'un par l'autre semble à la fois un non-sens philosophique et politique. Une dernière objection que j'aborderai et qui revient fréquemment, c'est l'idée d'un effondrement de la société par manque de travailleurs. Si les gens n'ont plus besoin de travailler pour survivre, mais qui continuera à travailler ? C'est une objection suffisamment fondamentale pour qu'elle ait fait l'objet de recherches. 90% des gens pensent ainsi. Moi, je continuerai à travailler, mais effectivement, les autres, c'est dangereux, ils pourraient s'arrêter. 90% des gens pensent donc continuer à travailler comme avant. Et cela n'est rien d'étonnant. Pour beaucoup, le travail n'est pas juste un moyen d'acquérir de l'argent, c'est un statut, une position sociale, c'est un projet de vie pour certains. C'est vrai. Ça signifie aussi que 10% pensent à arrêter ou à diminuer la charge de travail. Cela concerne vraisemblablement les travaux et les boulots les moins attractifs. Ceux-ci devront donc devenir plus attractifs, automatisés ou mieux rémunérés. Mais est-ce si tragique que de rémunérer les tâches les plus ingrates et les plus désagréables à hauteur du désagrément engendré ? Ce genre de méfiance que nous avons des uns des autres dans la sphère économique, le fait de considérer, comme les gens de cette étude, que l'autre, le prochain, serait oisif par nature, est à mettre en contraste avec la confiance mutuelle que nous sommes accordés dans le champ politique. La démocratie suppose en effet que son prochain n'est ni mauvais, ni fondamentalement incompétent. Analysé sous cet angle, le revenu universel peut donc simplement être un approfondissement de la démocratie, mais sur le champ politique, sur le champ économique, excusez-moi. En bref, mesdames et messieurs, le revenu universel est, comme presque tous les grands changements sociaux du passé, à la fois utopique et réaliste. C'est un grand projet pour le XXIe siècle, dont les générations futures pourront se servir à titre d'exemple pour convaincre leurs contemporains
de leurs propres grands projets. Je vous remercie.